6h-9h, Paléo Futur. Antoine Drou, Laurent Haug. Les appels à financer des projets via des plateformes comme WeMakeIt ou Kickstarter se multiplient. Alors nous plongeons dans l'histoire du financement participatif avec Paléo Futur, une série produite par Antoine Drou et Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Laurent Haug, vous êtes entrepreneur, investisseur en technologie numérique. Pendant tout l'été, dans 6h-9h le samedi, vous nous plongez dans le passé pour mieux comprendre notre société actuelle, pour mieux appréhender la manière dont tout est aujourd'hui bousculé. On va parler d'économie ce matin. Une des spécificités de l'économie actuelle, c'est tout le plan de l'économie collaborative et en particulier le fait de faire appel à une communauté pour financer un projet. Ça s'appelle le crowdfunding, le financement participatif. Exactement. Quelle époque formidable nous vivons quand même, où il y a cette possibilité de se mobiliser autour d'une grande cause. On a l'impression qu'on a presque inventé la solidarité au XXIe siècle. Alors ça va du gadget improbable qu'on va financer sur Kickstarter jusqu'à l'artiste fauché qui va avoir sa revanche sur les majors en allant chercher de l'argent directement auprès des fans. C'est le genre de choses qui nous a donné Grégoire avec son « Et toi, et moi, et nous ». C'est le genre de truc pour lequel on remercie ces plateformes. Mais en fait, voilà, c'est sûr que le crowdfunding, s'il revient beaucoup à la mode, n'est pas du tout une nouvelle idée. Vous qui allez à la messe 3 fois par semaine, Antoine, vous le savez bien. C'est ça, bien sûr. À la fin du service, le prêtre envoie un petit panier se promener parmi les fidèles qui mettent tous une petite obole. Donc finalement, le Vatican est crowdfundé et ça fait 2000 ans que ça dure. Autour de nous, il y a aussi des projets comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui est un projet 100% financé par les fidèles. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le crowdfunding revient à la mode à travers des plateformes comme WeMakeIt, Indiegogo, Ulule, KissKissBankBank, qui veut dire bisous bisous BankBank, ou GoFundMe, mais c'est une très vieille idée. D'accord, donc tous ces sites permettent de financer des projets, de faire appel à la foule pour financer des projets. Ces plateformes de crowdfunding, elles rassemblent surtout des fonds projet par projet. Voilà, il y a un projet très connu dans le passé qui va parler à tout le monde, c'est la Statue de la Liberté. Donc vous savez que la Statue de la Liberté est un cadeau de la France aux États-Unis. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que il y avait un deal entre les deux nations. La France payait la statue, les Américains payaient le socle. Et donc en France, il y a un député sénateur, un certain Édouard René Lefebvre de Laboulaye, qui a créé le Comité de l'Union franco-américaine pour lancer une véritable campagne de crowdfunding. Et donc il a été chercher de l'argent public auprès du gouvernement, mais il a aussi mobilisé plus de 100 000 personnes qui ont fait des dons et qui recevaient, qui allaient à des spectacles. Il y avait des loteries, des tombolas, ils vendaient des coups de papier à l'effigie de la statue, des répliques en taille réduite. Et donc il a un peu inventé ce concept de récompense graduelle, c'est-à-dire que plus on donne d'argent, plus on reçoit une récompense intéressante. Et donc en 1884, la statue qui a été fabriquée juste à côté de chez nous, au nord de Bâle, est montée en France et présentée à l'ambassadeur américain à Paris. C'est prêt pour aller à New York. Sauf que le bateau ne quitte pas le quai. Que se passe-t-il ? Du côté américain, ni le Congrès, ni le gouverneur de l'État de New York ne veulent payer la facture du socle. Et c'est un certain Pulitzer du fameux prix Pulitzer, qui récompense aux États-Unis les plus grands articles journalistiques. C'est donc ce certain Pulitzer qui va débloquer la situation. Exactement, et c'est le patron du New York World, et donc furieux par ce qui se passe aux États-Unis. Il publie le 16 mars 1885 un article en première page de son journal, une sorte d'ode au crowdfunding. Il rappelle que 250 000 $ ont été donnés par la France et que ce sont des petites gens, ce sont des gens ordinaires qui ont mis la main au porte-monnaie. Et donc, en première page de son journal, il harangue ses concitoyens et je cite, il dit « N'attendons pas que ce soit des millionnaires qui donnent cet argent, ce n'est pas un cadeau des millionnaires de France aux millionnaires d'Amérique, mais c'est un cadeau du peuple français au peuple d'Amérique. » C'est intéressant de voir un Américain qui sonne un petit peu comme un syndicaliste français. Mais donc, on retrouve ici un des ressorts des plateformes de crowdfunding, c'est que on vous dit que ça a été donné par des autres, par des gens comme vous et moi, et qu'il faut se passer de l'establishment. On pourrait même dire qu'à l'époque, il entretient le buzz. Bon, il est éditeur en même temps, il a le pouvoir médiatique entre les mains. Exactement. Et en fait, les ventes de son journal explosent. Alors, il publie les commentaires qui accompagnent les dons. Du coup, les gens retrouvent leur nom dans le journal. Et le 11 août 1885, soit à peine 5 mois après avoir lancé sa campagne de récolte de
fonds, il a 101 091 $ en banque qu'il a récolté auprès de plus de 160 000 personnes. Donc on retrouve de nouveau un ressort du crowdfunding d'aujourd'hui, c'est-à-dire de donner une période courte, de mettre une jauge, un seuil après lequel on est content et de dire chaque dollar compte. Pour autant, tous les grands travaux de la fin du 19e siècle ne seront pas financés comme ça. Non, mais il y a des exemples étonnants que les gens n'imaginent pas. Par exemple, le canal de Panama, qui est quand même un ouvrage absolument pharaonique, ou les voies ferrées de la Russie tsariste, parce que il y a une espèce d'engouement. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde commencent à souscrire des bons porteurs ou des actions, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et puis d'ailleurs, ça va jusqu'au point où on demande même à des artistes de dessiner ces actions parce que les gens les mettent dans leur salon pour montrer les projets auxquels ils ont contribué. Et si on a l'impression que le crowdfunding démarrait avec les années 2000, c'est que les premières vagues se sont essoufflées bien avant cette période. Et oui, parce qu'un peu comme aujourd'hui, tout ne va pas réussir. C'est le fameux scandale des emprunts russes qui suit cette demande de financement des voies ferrées par le tsar. Avec l'arrivée des bolcheviks qui annulent le remboursement de ces dettes, c'est 1,5 million de Français qui perdent leurs économies. Et donc on se rend compte que ça n'est pas parce qu'on est beaucoup à croire dans un projet qu'il n'y a pas de risque. Une autre différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'avec des sites comme Kickstarter, on permet à chacun de promouvoir son projet. Voilà, et en fait, on se rend compte que par le passé, ce qui faisait la différence, c'était la capacité à médiatiser, à faire savoir aux masses qu'il y avait un projet. Aujourd'hui, avec Kickstarter, c'est théoriquement à la portée de tout un chacun. Reste qu'aujourd'hui, on sent bien quand même que les projets qui font appel aux dons ont un peu plus de mal à mobiliser. Il y en a trop, c'est ça ? Il y en a trop, il y a une certaine fatigue, mais en même temps, de nouveau, c'est la marche de l'histoire qui veut ça. Il y a un exemple très connu, Mozart, en 1783, avait un projet très ambitieux qu'il voulait monter à Vienne. Il a été chercher de l'argent auprès de sa communauté et il n'a pas réussi à lever les fonds nécessaires. Et donc, ça montre que si même Mozart peut se planter, ça arrive au meilleur. Ça montre aussi que les banques et les investisseurs classiques, vous aimez bien les appeler, vous, les venture capitalistes, ça montre que ces investisseurs classiques, ces banques, ont encore de très beaux jours devant eux. Voilà, c'est que en fait, ce sont des modèles qui sont complémentaires. Le crowdfunding, on va l'utiliser dans certains cas quand c'est quelque chose de très grand public, facile à comprendre, assez spectaculaire, et puis on va plutôt se tourner vers une banque pour chercher du financement pour une boîte un peu plus peut-être difficile à comprendre pour le grand public. L'argent, toujours l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Laurent Haug. Il y a aussi d'autres collaborations, participations que financières. Mais exactement, et c'est en fait cette idée d'appeler à la communauté, on la retrouve un peu partout dans notre société, que ce soit la télé-réalité où on fait monter le téléspectateur, on met le téléspectateur derrière la caméra, que ce soit les médias papier avec le courrier des lecteurs, que ce soit le téléphone rouge dans les rédactions des radios, que ce soit les radios libres dans les années 80 en Europe. Le téléphone rouge dans les rédactions des radios ? Ah oui, sur Europe 1 par exemple. Vous avez un numéro qu'on vous donne et vous pouvez appeler, le public peut appeler pour... Le public peut appeler pour l'info en tête, mais ça la première l'a fait aussi il y a des années. Les radios locales romandes aussi l'ont fait pendant des années. C'est ça que vous appelez le téléphone rouge, j'ai bien compris. Voilà, et aujourd'hui on prend une photo avec son smartphone et on l'envoie directement c'est le lecteur reporter. Voilà, exactement. Donc il y a cette idée d'appel à la communauté qui en fait est vieille comme le monde. Donc finalement, dans ce crowdfunding, cet appel à la communauté, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, comme d'habitude en fait, c'est que comme toutes les technologies, comme un couteau va permettre de chasser, comme il va permettre de tuer quelqu'un, le crowdfunding et cet appel à la communauté, ça peut donner Wikipédia ou une mobilisation autour d'une cause humanitaire, et de l'autre, ça donne une certaine homogénéisation des projets. C'est vrai que sur Kickstarter, maintenant, tout a un peu tendance à se ressembler, ça pousse à des compromis parce qu'il faut plaire à tout le monde, ça fait que des fois on envoie les moyens financiers vers ce qui est populaire, plutôt que vers ce qui est innovant et audacieux. Il y a un autre modèle d'innovation qui est complètement à l'opposé de ça, qui est le ou la grande visionnaire qui arrive avec une idée et qui, contre vents et marées, va l'amener sur le marché, sachant que si, comme disait Henry Ford, il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux qui vont plus vite. Pas des voitures. Steve Jobs avait aussi cette vision-là, non ? Il faisait pas confiance aux études de marché. Steve Jobs disait, ça n'est pas au client de savoir ce dont il a besoin. Il y a un designer italien qui s'appelle Vignelli qui disait toujours, les études de marché ont été inventées par les managers qui veulent couvrir leurs arrières. Laurent Haug, entrepreneur, investisseur dans les technologies numériques. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'histoire du financement participatif. Bon week-end. Bon week-end. Palais au futur sur la première.